Aristote, Éthique à Nicomaque. Introduction. Les traductions françaises de l'éthique à Nicomaque ne manquent pas, et le présent travail peut sembler à première vue n'être ni nécessaire ni urgent. Nous n'avons pas cependant hésité à l'entreprendre. Nous croyons que cette nouvelle version n'est pas superflue, et qu'elle est susceptible de rendre des services. Les traductions existantes laissent en effet beaucoup à désirer. Celle de Thuroux remonte à plus d'un siècle, et malgré ses mérites, ne suffit plus aujourd'hui. La dernière en date, due à Walquin, est élégante mais peu fidèle et s'adresse à un public non spécialisé, plus sensible à l'agrément littéraire qu'à la précision philosophique. Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'éthique à Nicomaque pour se rendre compte qu'elle est une œuvre sévère, à texture serrée, et qu'elle n'a rien de commun avec ce qu'on entend fréquemment par ouvrage de morale, c'est-à-dire un recueil de remarques banales sur la vertu ou le bonheur. On a affaire ici à un exposé systématique, souvent obscur, et dont le ton n'est pas différent de celui des autres parties du corpus aristotélicum. Même souci du rattachement des faits aux principes. Même rigueur dans l'enchaînement des raisons, même indifférence aussi à la perfection de la forme. L'éthique demande donc à être étudiée et présentée comme une œuvre strictement technique et didactique. Le devoir du traducteur se trouve ainsi tout tracé et nous avons fait notre possible pour le remplir. Comme dans nos précédents travaux, nous avons voulu rendre avec fidélité la pensée de l'auteur sans tomber dans la paraphrase, mais aussi sans nous asservir à une littéralité qui eût été à l'encontre de notre but. Nous avions à éclaircir un grand nombre de passages difficiles ou contestés, persuadés qu'Aristote ne se comprend bien que par lui-même. Nous avons utilisé en premier lieu les autres traités de morale dont on lui attribue, à tort ou à raison, la paternité, et notamment l'éthique à œdème et, dans une plus faible mesure, les Magna Moralia. Mais étant donné les questions d'authenticité qui se posent au sujet de ces ouvrages, nous devons préciser à cette place dans quel esprit et avec quelles restrictions nous les avons mis à contribution. L'éthique à œdème figure selon toute probabilité au catalogue de Diogène Laërce, sous le titre Ethicon. Ses rapports avec l'éthique à Nicomaque sont manifestes, puisqu'il y a identité pour 3 livres, et de multiples correspondances pour les livres restants. On sait que l'éthique à œdème soulève de graves problèmes d'authenticité et de chronologie. Sans entrer dans des détails qui ne nous intéressent pas directement ici, rappelons seulement qu'à la fin du siècle dernier, Grant, Sprengel et Suze-Mille considéraient l'éthique à œdème comme plus récente que l'éthique à Nicomaque, et comme étant l'œuvre non pas d'Aristote, mais de son disciple Eudème. Rodier partageait encore cette opinion, mais depuis les travaux de Jäger et de Mencion, on admet couramment aujourd'hui, Walser, Brink, Léonard, Nguyen, Robbins, etc., que l'éthique à œdème s'insère logiquement et chronologiquement entre le protreptique, qui remonte à la jeunesse de l'auteur, et l'éthique à Nicomaque, qui appartient à une phase plus récente de son activité philosophique et qui est à peu près contemporaine du De Anima. L'éthique à œdème, dont on ne saurait plus dès lors contester l'attribution à Aristote, doit être ainsi rattachée à la période dite d'Assos, antérieure à la fondation du lycée, entre les années 348 à 355. Nous serions en présence de la forme la plus ancienne de l'éthique à Nicomaque, et l'auteur aura lui-même transporté plus tard des morceaux de cette première version dans la seconde. Cette manière de voir, corroborée par le contenu même de l'ouvrage, a rallié la presque unanimité des interprètes, et il ne reste guère que Schecker pour défendre la position de Sprengel et de Suze-Mille. Dans ces conditions, et le problème de l'authenticité paraissant résolu dans le sens de l'affirmative, il devenait possible de se reporter en toute sécurité aux explications et au développement parallèle de l'éthique à œdème, laquelle offre l'avantage d'un exposé en général plus simple et plus accessible que celui des passages correspondants de l'éthique définitive. Nous avons abondamment puisé à cette source qui n'est pas suspecte, et qui, même en la supposant inauthentique, est de bonne époque et reproduit avec une fidélité entière l'enseignement du plus ancien péripathétisme. De l'authenticité de la grande morale, Magna Moralia, 2 livres, le 3e est perdu, demeure beaucoup plus incertaine. L'ouvrage est d'ailleurs de qualité inférieure. Certes, c'est une sorte de résumé scolaire sans originalité, où se décèle l'influence de Théophraste et qui s'inspire soit de l'éthique à œdème, comme le croit Suze-Mille, soit plutôt de l'éthique à Nicomaque, Brink. Mais la date du 3e siècle de notre ère, qu'on lui assigne d'ordinaire, est sans doute trop récente. Les travaux de Brink,
dont nous avons déjà cité le nom, établissent que l'ouvrage remonte bien au-delà et qu'il appartient peut-être à la génération qui a suivi la mort d'Aristote. Von Arnim est allé plus loin encore dans cette direction, reprenant une opinion émise autrefois par Schleiermacher. Il a défendu avec talent l'authenticité des Magna Moralia et leur attribution à Aristote. L'œuvre serait même, selon lui, antérieure aux deux éthiques et aurait suivi de près le protreptique. Ces arguments n'ont pas convaincu des critiques aussi avertis que Mansion et Jäger. Ce dernier, s'appuyant notamment sur certaines particularités linguistiques, a montré que la grande morale ne peut être de la main du stagirite et que son contenu et son vocabulaire trahissent une origine post-aristotélicienne. Que la grande morale soit ou plus probablement ne soit pas d'Aristote lui-même, il reste que la date de sa composition est très ancienne et suffisamment reculée pour qu'on discerne sans trop de risque d'erreur des traces des leçons morales du lycée. Il est donc permis de la consulter moyennant quelques précautions et elle nous a parfois été utile pour éclaircir des passages controversés de l'éthique à Nicomaque. Nous passerons sous silence le petit opuscule de Virtulibus et Vitis, dont l'auteur est un éclectique ou un péripatéticien du début de l'ère chrétienne. Œuvre insignifiante dont Aristote n'est sûrement pas l'auteur, et qui ne serait-ce que par sa brièveté est à écarter d'emblée. Voilà pour les différents traités de morale d'Aristote et l'aide qu'ils sont susceptibles de fournir. Les commentaires grecs d'Absasius, d'Héliodore, de Strate et de Michel d'Éphèse, édité entre 1889 et 1901 dans la collection de l'Académie de Berlin par les soins de Heilbut et de Hayduck, sont également d'un grand secours pour l'intelligence de l'éthique. Les Praeter Commentaria Scriptura Minora d'Alexandre Aphrodise, édité par Bruns en 1891 dans la même collection, renferme aussi des pages pénétrantes dont nous avons tiré profit. Parmi les commentaires latins, celui de saint Thomas joint à des vues synthétiques des aperçus remarquables par leur clarté et leur précision. Il demeure un instrument indispensable et nous y avons eu constamment recours. Le commentaire de Sylvester Maurus, savant jésuite du XVIIe siècle, est aussi très important. On trouvera plus loin les indications bibliographiques nécessaires. Passons aux traductions anciennes et modernes. Les anciennes traductions latines du Moyen-Âge et de la Renaissance sont, pour des mérites divers, toujours recommandables. La Versio Antica de Guillaume de Moerbeke, sur laquelle saint Thomas a établi son commentaire, est un décalque presque mot pour mot de l'original grec, et à ce titre vaut encore d'être consulté. Citons encore la version de Lambin, le savant philologue du XVIe siècle. Elle paraphrase avec élégance, discrétion et exactitude la pensée d'Aristote et nous a servi de guide dans un petit nombre de passages controversés. Les traductions anglaises de l'éthique à Nicomaque sont nombreuses et sûres. Nous sommes grandement redevables à celles de Rackham et de Ross. Cette dernière, qui figure au tome 9 de l'Oxford Translation, est un travail de la plus haute valeur, à la fois par son élégance et sa fidélité. Enfin, parmi les traductions allemandes la plus récente, celle de Dierlmeyer, Berlin 1956, est excellente et enrichie de nombreuses notes. Toutes ces traductions ont heureusement facilité notre tâche. Il en est fait mention dans notre bibliographie. Enfin, nous avons plus particulièrement mis à contribution les ouvrages suivants. L'édition de Burnet, dont l'introduction générale, les préfaces particulières à chaque livre et les notes sont de premier ordre. Le commentaire anglais d'Harold Joachim, publié par R.S. à Oxford en 1951, qui est un chef-d'œuvre de clarté et contient les vues les plus pénétrantes. La traduction française avec commentaire des deux premiers livres de l'éthique par Souillet et Cruchon, 1929, ainsi que l'édition annotée du 10e livre par Rodier. Il n'entre pas dans notre dessein de faire précéder cette traduction d'une étude d'ensemble de la morale d'Aristote, tâche qui a été accomplie maintes fois et souvent d'une façon qui rend un nouvel exposé inutile. Recommandons entre autres travaux la substantielle préface de Rodier à son édition du texte en grec au 10e livre, préface reprise dans les études de philosophie grecque, Paris 1923, ainsi que le petit ouvrage de ce dernier sur la morale antique, 1938, qui replace l'éthique aristotélicienne dans le courant général des doctrines et des idées morales de l'Antiquité classique. Nous ne nous arrêterons pas non plus à discuter la question de chronologie, devenue en quelque sorte à la mode depuis les recherches de Jäger et Mansion. La solution proposée par Jäger est amendée par Mansion dans les années 1923 à 1927 et a été récemment renouvelée par Nuyens dans son livre célèbre sur l'évolution de la psychologie d'Aristote, chez Louvain, à La Haye et Paris 1948.
À l'aide de critères noologiques dont il a su faire un si fécond emploi, le savant critique a apporté de notables corrections aux hypothèses parfois aventureuses de Jagger, tout en admettant avec ce dernier que l'éthique à Nicomaque appartient à un stade relativement avancé de l'évolution philosophique d'Aristote et qu'elle doit être rattachée à l'époque où le lycée se trouvait en plein essor. Nuyens estime cependant que l'ouvrage est antérieur à la période proprement finale de la carrière du stagirite et qu'il a dû précéder de plusieurs années la rédaction du traité de l'âme, lequel, par sa conception de l'âme entéléchie, est manifestement d'une date très tardive et marque l'aboutissement de la noétique aristotélicienne. La thèse de Nuyens, appuyée sur un examen minutieux et objectif des textes du corpus, est assurément des plus séduisantes et se présente avec tous les caractères d'une haute vraisemblance. Elle projette une lumière nouvelle sur les étapes de la doctrine morale d'Aristote et constitue de toute façon un point de départ solide pour des investigations ultérieures et rend dès maintenant des services signalés pour l'intelligence d'un certain nombre de passages demeurés obscurs jusqu'à ce jour. Nous n'avons eu garde de négliger un apport si important.